Bonjour, nous sommes en 2014 et je voudrais donner dans cette vidéo une petite chronique à propos de l'affaire Dieudonné, qui me paraît être véritablement un thermomètre de la situation en Europe occidentale et particulièrement en France. Alors je suis un professeur de religion catholique, donc cette vidéo parle aux catholiques, mais je crois qu'elle n'a pas de rapport spécifique avec le catholicisme. Elle est plutôt dans l'axe de la philosophie politique, tout simplement. Quand je dis que Dieudonné est un thermomètre, je veux dire par là qu'il révèle quelque chose de quasiment psychanalytique. Ça veut dire lié à son histoire, que vit l'Europe occidentale depuis pas seulement 60 ans, pas seulement la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais je dirais depuis 2 siècles. Alors d'abord, on constate que face à ce phénomène, il y a 2 avis qui s'affrontent. La fameuse quenelle, certains disent « c'est un geste antisystème » et d'autres, pour la combattre, disent « c'est un geste antisémite ». Je vais essayer de montrer qu'en fait, les 2 sont en rapport. Mais que c'est un rapport pathologique. C'est un rapport que René Girard, dans un livre excellent sur le bouc émissaire, a manifesté. Alors, pour cela, je voudrais voir plusieurs points. D'abord, les symptômes de la maladie en question. Ensuite, la maladie, ce qu'elle est, selon moi. Le thermomètre qu'est Dieudonné, et puis éventuellement les remèdes. Ce n'est qu'une opinion, mais au moins, en étant sur la toile, elle permettra une réflexion, et si d'autres ont une autre analyse, ils pourront faire la même chose. Alors, les symptômes de la maladie, elles me paraissent être visibles dans les sondages qui sortent partout, et particulièrement en France, qui est un pays de gens qui aiment débattre. Les sondages qui portent sur les élites. Partout, les élites sont rejetées, sont en état de méfiance. C'est-à-dire que les gens, le peuple, se séparent de ces élites. Il s'agit des journalistes, en premier lieu, ceux qui passent la pensée. Et ceux-là sont considérés de la manière la plus négative possible. Les gens pensent qu'ils manipulent la pensée, qu'ils font eux-mêmes le prêt-à-penser, et qu'il y a un axe de pensée particulier, ils le reçoivent tous de la même formation, qui, si on n'y adhère pas, eh bien, fait qu'on est marginalisé, qu'on n'est plus invité sur les plateaux de la télévision officielle, de la radio officielle, etc. Mais c'est aussi un rejet des hommes politiques, de tous ceux qui font le milieu artistique, les émissions de loisirs, etc. Tout ça étant pensé comme agissant dans un même sens, une sorte de politiquement correct, un prêt-à-penser. Parce qu'en réalité, je crois que c'est là. Le rejet des élites vient de ce que les gens ressentent comme une pensée unique qu'on doit partager. Et toute autre pensée est décrite par ce milieu qui pense pareil comme nauséabonde. Seulement, cette pensée unique, qui domine, je dirais, il faut bien la comprendre, elle ne s'est pas construite n'importe comment. En réalité, on pourrait l'analyser de la façon suivante. Elle est la réaction violente, compréhensible, mais passionnelle, à ce qu'a vécu l'Europe occidentale, disons au XIXe et au XXe siècle dans sa première moitié. Comme si un traumatisme avait atteint l'Europe occidentale et qu'une réaction s'était faite, disons, à partir des années 60. D'abord, la violence subie par l'Europe, le capitalisme pur, c'est-à-dire la loi du marché, ça s'établit au XIXe siècle, la loi du marché qui n'est pas modérée, et ça va traumatiser des générations d'ouvriers, ça va se répercuter par la réaction violente du communisme qui veut une justice sociale, mais c'est pas tout. Il y a eu ensuite 2 idéologies qui ont dominé l'Europe. La première, c'est le culte de la nation grande, la nation capable de civiliser le monde, et qui s'est achevée dans la guerre 14. Forcément, lorsqu'on se croit le meilleur, et qu'un autre meilleur est à côté, on se bat. Seulement, ça ne s'est pas arrêté là. La revanche a abouti à une monstruosité inouïe, jamais vue effectivement dans l'histoire, le nazisme, qui ne se contente pas d'exalter la patrie, mais d'exalter la race germanique et qui le pratique, qui élimine physiquement toute personne qui ne fait pas partie de ces surhommes de race germanique.
on ne peut pas nier que ce qui a été vécu depuis 1830 en Europe occidentale, et même, je dirais, dans des dépendances de l'Europe, est un traumatisme rare de l'histoire mondiale, ne serait-ce qu'au point de vue nombre de morts. Et c'est dans ce milieu occidental, libre de pensée, ce milieu globalement riche, que s'est produite la réaction passionnelle. Quand je dis réaction passionnelle, ça veut dire de type crise d'adolescence. Toutes les valeurs qui ont produit ces malheurs deviennent nécessairement, parce que la réaction est passionnelle, mauvaise. Et donc, par réaction, on prend très exactement les valeurs inverses. C'est là-dessus, sur cet axe-là, dialectique, que s'est construite la pensée de mai 68. C'est très simple. Il suffit de prendre le capitalisme pur, le nationalisme, le nazisme, de prendre les valeurs exactement inverses et on a mai 68. Donc, pour éviter la loi du marché, eh bien le communisme est montré comme une solution possible, un paradis de justice sur terre ayant de bonnes intentions. La patrie, qui est aimée, qui est exaltée, c'est considéré comme un sentiment fasciste. Si bien que tout est exalté sauf la patrie, à cause du traumatisme du nationalisme. Donc les régions, l'Europe, le mondialisme. Les valeurs morales qui ont présidé à la guerre 14, le culte du chef, l'honneur, le sacrifice de sa vie, tout ça est considéré comme mauvais au profit de valeurs quasiment inverses, à savoir le plaisir, la liberté spontanée, non pas le devoir mais les droits exaltés, et les devoirs on en parle très peu. Et alors pour ce qui concerne l'excès absolu qui a produit la Shoah, donc le massacre de 6 millions de juifs, mais d'autres gens aussi, mais en tout cas de 6 millions de juifs, eh bien la réaction passionnelle sera d'abord l'exaltation mémorielle de la Shoah, mise en avant plus que tout, et d'autre part les valeurs inverses du nazisme, à savoir l'accueil de tous les étrangers, quels qu'ils soient, la générosité totale. L'idée est de ressembler à tout, sauf ce crime impardonnable de ses pères. En fait, il s'est produit un phénomène sociologique qui est très connu en psychologie, un balancier. Quand on va dans un extrême, très grave, on peut être quasiment sûr que tôt ou tard la génération suivante prendra l'autre extrême. Ça se passe dans les familles, et ça s'est passé de fait ici aussi. Alors attention, cette révolution mentale de mai 68, elle est donc saine dans ses causes, elle rejette un excès. Mais elle est malsaine parce qu'elle est dialectique, elle ne vient pas de l'intelligence, elle vient des passions. Si bien que, pour se donner un axe positif, eh bien, cette génération se construira contre tous les systèmes qui peuvent apporter autre chose que ce qu'il y avait avant. Avant, il y avait une sorte de chape de plomb sur la sexualité, alors on exalte Sigmund Freud, qui déculpabilise la sexualité. Avant, on parlait des sacrifices, du devoir au-delà de son plaisir, alors on exalte le bonheur par le plaisir, selon toutes ses formes, dans une liberté totale. Avant, on persécutait les minorités pour exalter une nation unie, alors on exalte les minorités. Et elles deviennent presque la norme, et la majorité, qui est blanche, qui est de race occidentale, est considérée comme presque persécutrice. Alors jusqu'ici, l'analyse est simple. Maintenant, je voudrais montrer pourquoi cette chose-là est devenue une maladie. La pensée de mai 68, on peut le dire, a centralisé comme axe pour se justifier les choses sur la Seconde Guerre mondiale, et je le disais tout à l'heure, la Shoah. Elle l'a fait avec raison. De fait, symboliquement, on n'a pas eu de plus grands crimes. De plus, il s'avère que dans les milieux artistiques, depuis des siècles, il y a beaucoup de juifs. Et ça, véritablement, parce que les juifs ont développé une culture. Donc des films mettant en scène particulièrement, de manière forte, la Shoah, ce drame particulier, ont planté encore plus le décor. Lorsqu'il y a overdose de mémoire, ça veut dire excès sur un point particulier, comme toujours pour le même mécanisme, il y a réaction passionnelle. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un certain temps?
dans une génération qui n'a pas connu cette époque. Eh bien, il s'est passé la maladie que décrit très justement René Girard. Cette maladie s'appelle celle du bouc émissaire et elle est accompagnée d'un mécanisme qui s'appelle la théorie du complot. Des personnes overdosées, on peut le dire. C'est là, je dirais, la souffrance sociale. Overdosées par ce politiquement correct de la pensée. Se sont mis à en chercher la cause, l'unité de tout cela. Et se sont dit, on constate que parmi les élites, il y a énormément de juifs. Donc le peuple juif, c'est 18 millions d'habitants dans le monde, c'est très peu. Et pourtant, par exemple dans les milieux artistiques, politiques, médicaux, scientifiques, on a une proportion peut-être de 20%, 30%, 40% de juifs. Ils l'ont constaté. Les vérifications se sont faites par Internet. Si on tape n'importe quel nom d'artiste avec le mot juif à côté, c'est souvent la première chose qui apparaît. Il fallait donc chercher un axe d'unité qui explique cette souffrance du politiquement correct, de la chape de plomb qui pesait sur la pensée. Eh bien, tout naturellement, les juifs en ont été accusés. Et attention, cette centralisation sur les juifs n'a pas été le fait simplement, comme le penserait le prêt-à-penser, le fait de la droite nationaliste. Ça a été certes le fait de la droite nationaliste. Puisque l'axe de la pensée était autour de la mémoire de la Shoah et que cette pensée aboutissait, il le constatait, au ricanement perpétuel des humoristes sur les racines de l'Europe, sur les valeurs anciennes. Que cela aboutissait aussi à une immigration non régulée qui, dans le sentiment, faisait qu'une population de souche était remplacée peu à peu par une autre. Et la culture de souche était elle-même mise comme négative. Eh bien, tout naturellement, ceux qui étaient attachés à leurs racines se sont dit « ça vient d'un complot juif », en tout cas certains d'entre eux. Mais ce n'a pas été le seul axe. Du côté de l'immigration musulmane, qui elle est confrontée à une autre problématique, celle de l'échec des pays d'origine. On ne peut pas nier, je veux dire, pratiquement tous les pays du Maghreb sont tenus par des dictateurs, sont dans la misère, n'ont aucune démocratie. Et face à cela, le succès incroyable de l'État d'Israël, qui est tout petit, qui est grand comme la Bretagne, mais qui est une puissance extraordinaire dans le secteur, et qui en plus réussit une démocratie. Donc la tentative, ça a été de dire, mais non, pas du tout, les Juifs sont génocidaires, et le moindre écart de comportement des Juifs était exalté, alors que par ailleurs, dans certains pays, on avait, comme si je pense par exemple au Septembre Noir, en Jordanie, on avait quelque chose comme 10 000 morts musulmans qui étaient tués, sans qu'il n'y ait vraiment de scandale. Du coup, dans l'immigration musulmane, s'est mise en place l'idée que c'était Israël qui était cause de tous les complots du monde, que l'exaltation de la Shoah avait été provoquée, une fausse Shoah, en vue de fonder l'État d'Israël, leur rêve est de dominer les nations arabes. Les théories du complot se sont multipliées. Les Juifs auraient provoqué le bombardement du World Trade Center. Il ne faut surtout pas rire de ces mécanismes. C'est très cru dans les pays musulmans. C'est une véritable théorie du complot qui est établie, structurée, pensée. Du côté de la gauche, on a eu le même phénomène de théorie du complot. La gauche, elle, son axe de sensibilité, c'est que les riches sont des injustes. C'est une analyse marxiste. Par le fait qu'on est riche, on domine les pauvres. Il s'avère que le peuple d'Israël est riche, que les Palestiniens sont pauvres, et même si de fait la réalité montre que les pauvres n'espèrent souvent qu'une chose, chasser les Juifs de leur terre, éventuellement refaire la Shoah, eh bien le riche est coupable. Si bien qu'on verra à un moment donné l'extrême gauche défiler, en montrant que Israël est la cause de tous les maux qui se passent dans le monde. René Girard montre bien que ce mécanisme de la théorie du complot, donc qui cherche un axe d'explication d'effets négatifs uniques dans ce peuple juif particulièrement, mais ça peut être d'autres choses. Il montre bien que c'est en fait une maladie de l'intelligence. Si on prend le réalisme, si on se demande, de fait, sans nier la réalité, pourquoi il y a autant de juifs dans les milieux des élites, et ça depuis des siècles, eh bien l'explication est très simple. Parce que les Juifs sont un peuple dispersé, qui est différent des autres peuples, qui s'obstine à être différent,
eh bien les mères juives conseillent plutôt à leurs enfants de faire des études qui sont intellectuelles, qui sont dans leur tête, parce qu'en cas de persécution, ils pourront emmener leur diplôme de médecine, mais ils ne pourront pas emmener leur terre s'ils deviennent agriculteurs. Et peu à peu, à travers 1900 ans de dispersion, eh bien ça va faire que les Juifs vont être des élites intellectuelles. Dans la théorie du complot, les choses ne sont pas expliquées comme cela. Elles sont expliquées plutôt par un peuple solidaire qui a de l'argent, parce qu'il y a beaucoup de banquiers, et qui nomme ses enfants au poste de responsabilité, en faisant pression. Donc une sorte de complot international juif. Il n'y a absolument pas besoin de ce mécanisme. Le mécanisme que j'ai indiqué est beaucoup plus réaliste, évidemment. Seulement, le malheur, c'est que lorsque quelqu'un est tombé dans l'analyse par la théorie du complot, il en sort très difficilement. C'est un mécanisme qui va ajouter des arguments aux arguments, si bien que, au bout du compte, elle paraît crédible. La seule façon de s'en sortir, c'est de prendre du recul et de regarder comment s'est passée l'histoire de ce peuple. Alors maintenant, je voudrais voir le thermomètre de cette affaire, donc de cette maladie de l'Occident qui, je le pense, est écrasée sous une pensée unique, une pensée qui dure depuis trop longtemps, depuis 70 ans, la pensée de mai 68. Dieudonné a fédéré tout cela. Il a su comprendre que d'abord il y avait un système avec un prêt-à-penser. Il a manifesté qu'il y avait des lois mémorielles qui empêchaient de penser certaines choses. Il s'est rendu compte que de tous les côtés, y compris du côté noir africain, à cause de l'esclavage, il y avait ce regard sur le complot juif. L'idée que les Juifs auraient été responsables de l'esclavage est une folie. Les Juifs étaient interdits de pratiquer le commerce triangulaire à l'époque où ça a eu lieu. Mais peu importe. Il a su jouer d'abord sur une chose réelle, comme je le disais, un mécanisme d'overdose du politiquement correct, et en même temps sur cette théorie du complot qui l'expliquait. Si bien qu'il a fait feu de tout bois par rapport à l'antisémitisme. Il est allé en parler dans les terres musulmanes, devant Ahmadinejad. Il a invité sur scène quelqu'un comme le révisionniste Forisson, ce qui lui permettait d'attirer à lui des gens de droite, ou d'extrême droite, disons. Il a attiré aussi l'extrême gauche, en dénonçant le sionisme. Le sionisme, ça veut dire la conquête politique d'une terre en Israël, chose qui révulse particulièrement ce courant de pensée. En réalité, il a pointé, je crois, la fièvre exactement là où elle était. Et la réaction ne s'est pas fait attendre, seulement une réaction qui ne procédait pas d'une analyse. La réaction a consisté à dire, et c'est la réaction du système, pourrait-il dire, qu'il est antisémite, qu'il fallait casser le thermomètre. Chez ceux qui sont plutôt pour Dieudonné, la réponse a été « il n'est pas antisémite, il est antisystème ». Et il s'avère que le système est porté par les Juifs. Si bien que dans ce mécanisme de lutte, l'interdiction des spectacles de Dieudonné a été considérée comme une réaction du système et a augmenté sa notoriété en la faisant sortir de France. Alors ceci étant manifesté, il reste à chercher quel est le remède qu'il peut y avoir à cela. À mon avis, le premier remède, c'est de procéder à une analyse juste de la maladie de l'Occident, de son histoire, de son passé. Mais attention, de son histoire complète. Lorsque je vois des catholiques, des non-catholiques, des gens se tourner vers Dieudonné pour lutter contre le système, je me dis, c'est le pire des remèdes. En réalité, parce que c'est un remède qui ne touche pas à la réalité de ce qui s'est passé. Par exemple, Forisson, antisystème par définition, mais c'est quelqu'un d'absolument honteux dans sa lutte. S'il ne croit pas à l'existence du génocide, et si maintenant Dieudonné surfe sur le fait que le génocide a été l'axe du système de pensée de mai 68, eh bien, il n'a qu'à suivre les recherches du père Desbois, qui va en Ukraine, en Biélorussie, en Russie, parce que le génocide n'a pas eu lieu seulement à Auschwitz, où les gens ont été gazés, puis ensuite brûlés. Il a eu lieu d'abord par balles,
avec des Sonderkommando, donc des petits groupes nazis qui tuaient des juifs par milliers, et des milliers de charniers sont dispersés partout. Il y a peut-être 2 millions de juifs qui sont enterrés, ils sont là. Il y a les témoins qui sont vivants. Parfois des témoins suspects, évidemment. Les témoignages sont comme tout, mais en multipliant les témoignages et les fouilles dans ces charniers, si on ne croit pas au génocide, on sera obligé de constater la réalité. Donc je veux dire par là que le premier remède n'est pas de retomber dans une idéologie. Le premier remède, c'est la réalité. Je dirais même que ce qui caractérise le prêt-à-penser depuis quasiment les années 1830, c'est que l'Europe occidentale a vécu dans des systèmes de pensée, des idéologies, et qu'elle a eu énormément de mal à chaque fois de retourner au réel tel qu'il est, qui est la base, le fondement, qui calme tout. Par exemple, l'hypermémorisation de la Shoah. Eh bien, effectivement, il y a quelque chose d'exagéré, quelque chose qu'il fallait dénoncer. Mais lorsqu'il n'y a plus que cette pensée-là, cette Shoah-là, ça ne va pas. Donc il y a eu des tentatives pour mettre en avant d'autres génocides. Par exemple, le Parlement français, par rapport au génocide arménien, qui est réel aussi. Mais pourquoi ne pas mettre en avant aussi le génocide vendéen? Parce que, toujours pareil, il y a un système de pensée. Il ne peut pas y avoir de génocide en Vendée, puisque la Révolution française, elle est dans la libération, donc dans le prêt-à-penser qui va plutôt dans le sens de mai 68. La libération de la liberté face à une chape de plomb morale. Eh bien non, il y a eu un génocide vendéen, réel. Ça veut dire que toutes les formes de pensée, y compris celle qui est à la mode actuellement, la tolérance, peut conduire à un génocide. Le problème n'est pas la pensée, le problème est l'orgueil de l'homme. Et ça, c'est ce que le peuple en Occident ressent très profondément. De même, les lois mémorielles qui empêchent un débat serein. Donc l'interdiction, par exemple, de parler de telle et telle chose parce que ce serait une vérité votée par la loi. C'est une aberration. On combat une erreur par une argumentation inverse qui donne la vérité, qui se fonde, comme je le disais par exemple pour la Shoah, sur les fouilles du Père des Bois. Du coup, aller chercher une légitime, je dirais, libération du politiquement correct, qui ressemble un peu à la libération qui a eu lieu à la Renaissance. Je dirais, lorsque les peuples européens ont voulu se débarrasser de l'excès, du poids, de la pensée de l'Église qui menaçait par des tribunaux. Il y a eu d'ailleurs énormément d'émigration vers l'Amérique parce que les gens ne supportaient plus. Eh bien, je pense qu'on en est là. Il y a une chape de plomb intellectuelle qui ne va pas, il faut s'en libérer, mais pas avec Dieudonné, avec la vérité. La vérité, c'est la conformité à la réalité. La réalité est le seul maître. Tant qu'on retombe dans cette idéologie, on est de nouveau dans un système que les gens ne supportent plus. Le problème maintenant, c'est quand on manifeste un petit peu les prêts-à-penser actuels. Eh bien, sur ces faits-là, on s'aperçoit que la majorité des gens, malgré tout, suivent le prêt-à-penser des médias. Il y a donc là un travail à faire par plein de choses comme Internet, comme l'humour, mais qui ne doit pas se poser en dialectique pour nuire au système, mais uniquement en recherche de la vérité. Et là, on sort de ce mécanisme perpétuel des balanciers des mémoires. Alors je voudrais donner quelques exemples. Là, d'abord au niveau intellectuel de la recherche de la vérité. Je me rappelle qu'à un moment donné, dans les années, disons, 2000, il y a eu, dans le prêt-à-penser médiatique, une exaltation du danger du CO2. C'était vraiment la fin du monde qu'allait arriver. Et partout, en Europe occidentale, des films sont sortis pour montrer ça. Il y a eu même un prix Nobel. Ce qui montre que ce n'est pas un courant exclusivement français. La réaction anti-système est venue du côté de la Russie, qui a dit « il n'y a pas de réchauffement climatique du tout ». C'est encore un politiquement correct occidental. Il y a une réaction qui est beaucoup plus saine. Il ne s'agit pas de s'opposer politiquement à quelque chose qui énerve du côté russe. C'est simplement la recherche de la vérité.
Il y a une augmentation de CO2, c'est un fait. Est-ce qu'il y a une augmentation de la température? La cause est là, l'effet doit être là. Est-ce que ça va être la fin du monde? Il suffit de regarder ce qui se passait il y a 30 000, 40 000, 1 million d'années, lorsque le CO2 était très très présent sur Terre. Puisque, en fait, le CO2 ne cesse de baisser depuis plusieurs milliards d'années. Il se transforme en pétrole, en charbon, en craie, bref, il s'enterre dans le sol. Il y a donc à regarder ce qui se passait quand le CO2 était intense. Et visiblement, il y a eu des réchauffements, mais il y a eu une régulation de la Terre. Deuxième remède, outre la recherche de la vérité, eh bien, il peut y avoir véritablement l'humour qui fait ça. Actuellement, les humoristes, ils rient, ils ricanent dans le sens très souvent du système, on ne peut pas le nier. Il est de bon ton de ricaner des valeurs anciennes, de ricaner du catholicisme. C'est amusant et c'est sans danger. Mais pourquoi toujours rire, je dirais, de ce qui est à terre, quelque part, de ce qui est moqué par le système? Pourquoi ne pas rire de ce que le système, puisqu'on prétend être anti-système, met en avant? On n'est pas obligé de pratiquer un humour sur des choses qu'il met en avant de façon raisonnable. On ne peut pas rire, par exemple, de l'extermination de 2 millions d'enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale parmi les 6 millions. On ne peut pas rire non plus, par exemple, de l'autocar qui a été incendié sur l'autoroute de Beaune, il y a à peu près 30 ans, et qui a signé la fin d'un journal qui s'appelait Harakiri, parce que ce journal avait fait une sorte de ricanement sur la mort de ses enfants comparé à des grillades sur un barbecue. On ne peut donc pas rire du massacre des innocents. Par contre, quand je regarde ce que les gouvernements actuellement mettent en place dans le monde, je cite « Déconstruire les stéréotypes de genre chez les enfants en forçant les petits garçons à faire pipi assis comme les petites filles. » Autre projet pédagogique, éviter le réchauffement climatique et la fin du monde qui risque de se produire en faisant une opération pomme dans une école, une pomme produite à côté, afin qu'il n'y ait pas le transport et donc pas une pomme venant d'Argentine. Il y a des milliers d'idées de sketchs à faire sur les lunes actuelles qui sont mises en avant, qui ne sont absolument pas en rapport avec le réel. Quand je pense par exemple à la possibilité de choisir son sexe, ça encore, c'est dans le politiquement correct actuel. Il y a un sketch à faire, évidemment, sur un enfant, un garçon, adolescent, qui décide de devenir fille, et qui donc a droit au vestiaire des filles. Je dirais que c'est une action de lutte contre les stéréotypes de genre qui vont venir tôt ou tard à l'idée des adolescents en quête de fréquentation des jeunes filles. Mais il y a aussi le travail de la mémoire oubliée. Il est clair qu'on ne peut pas faire exclusivement la mémoire de la Shoah, même si c'est l'axe du système actuel, comme je le disais. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mémoriser la Shoah. Ça, c'est la réaction, je dirais, de la théorie du complot. Par contre, il faut augmenter les mémoires oubliées, y compris les mémoires qui gênent la génération de mai 68. Je pense par exemple à la nécessité que des cinéastes de talent, comme ceux qui ont fait le film sur la liste de Schindler, manifestent le génocide communiste en Ukraine, la famine provoquée par ce système, la haine de classe. Il n'y a pas de mémoire de ce génocide qui a été, je dirais, plus nombreux dans le communisme mondial que le génocide des nazis. 100 millions de morts par haine de classe. Il y aurait aussi à faire un travail philosophique sur les responsabilités des pays occidentaux. Comment expliquer que l'un des pires criminels de l'humanité, Pol Pot, et le génocide cambodgien, est sorti de l'université de Nanterre, une université d'extrême gauche à certains moments. D'autre part, si on a fait avec raison le procès de ceux qui avaient collaboré de loin, comme par exemple Papon
Papon n'a pas exterminé des Juifs, il a simplement été un rouage de l'administration française qui a permis la déportation des Juifs. Si c'est fait pour cela et que ça manifeste au peuple français la culpabilité, la collaboration du gouvernement de Vichy, pourquoi il n'y aurait pas ce même genre de procès sur la complicité des membres de la génération de mai 68 lorsqu'ils se disaient maoïstes, trotskistes, staliniens? De même, si on fait des lois mémorielles qui obligent à penser une chose et à ne pas la réviser, je suis absolument contre ces lois mémorielles, comme beaucoup d'historiens sont contre. Je veux dire, il n'y a pas à obliger. Les faits sont là. On va vérifier la Shoah, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les charniers en Ukraine. Mais pourquoi, si on fait des lois mémorielles, ne pas faire des lois mémorielles complètes? Par exemple, loi mémorielle sur le génocide arménien? Très bien. Alors, en même temps, loi mémorielle sur le génocide vendéen. Et je dis bien en même temps, parce qu'alors, il y a un examen de conscience de soi-même. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Donc on le voit, c'est une recherche de la réalité qui est nécessaire pour sortir enfin la France et les pays occidentaux de ces idéologies. Pourquoi est-ce que la mémoire de la Russie, des génocides de classe n'est pas en avant? Tout simplement parce que l'Europe occidentale n'a pas subi un génocide de classe. Et ça veut donc dire que l'Occident, qui, je dirais, possède les moyens de production de la pensée mondiale, eh bien, fait une lecture du monde ethnocentrée. Pour terminer cette vidéo, je voudrais manifester un texte symbolique qui est présent dans la Bible, dans le texte de l'Apocalypse. À un moment donné, l'Apocalypse, je crois que c'est au chapitre 6, décrit une femme qui accouche. Et un dragon rouge-feu veut dévorer son enfant avant qu'il naisse. Et elle est sauvée parce qu'on lui donne les ailes du grand aigle et tout d'un coup la terre vient à son aide. Eh bien, sous ce texte, il y a le symbole, je pense, du remède à cette maladie. Les ailes du grand aigle, ça veut dire se mettre au-dessus de ces espèces d'explications par les théories du complot. Comprendre un petit peu l'Occident par le haut, par son histoire, par ses erreurs, ses traumatismes. Et puis la terre qui vient au secours de la femme symbolisant cet Occident malade de lui-même, c'est le réalisme qui voit d'abord la réalité et non pas l'idée que donne un système médiatique formé de la même façon de la réalité. Je pense que de toute façon, les choses se feront, parce que si ce système est trop lourd à porter, il y a un instrument qui va permettre de le dépasser. C'est tout simplement Internet. Internet, des chaînes avec des pensées différentes apparaissent, évidemment. Des argumentations se font jour, se combattent. Il y a évidemment aussi le pire qui peut sortir d'Internet, l'usage du mensonge, de la diffamation, etc. Mais les médias, le système, comme dit Dieudonné, seront bien obligés, s'ils veulent garder leurs auditeurs, de sortir de ce prêt-à-penser. Et j'espère que, par ce débat mondial possible sur Internet, il en sortira enfin le retour au réalisme qui prend l'être, ce qui est, comme il est, et qui n'essaie pas de le reconstruire.